Responsabilité, le podcast de Charlotte Michon. Droits humains pour comprendre les nouvelles obligations des entreprises. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré aux nouvelles responsabilités des entreprises en matière de droits humains. Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leurs démarches droits humains et dans la conformité à leurs devoirs de vigilance. Nous allons parler aujourd'hui des enquêtes internes liées aux droits humains et aux devoirs de vigilance. Alors, nous allons parler donc des enquêtes internes qui ont lieu dans les entreprises suite à des alertes ou des informations qui laisseraient à penser que les lois ou les règles de l'entreprise n'ont pas été respectées. C'est assez classique en termes d'éthique des affaires, de concurrence ou de fraude, mais ce que je voudrais aborder aujourd'hui avec mon invité du jour, ce sont les enquêtes liées à des enjeux droits humains et devoirs de vigilance et les spécificités de ces enquêtes. Alors avant cela, je vous rappelle juste que dans le cadre de la loi française sur le devoir de vigilance, il y a une exigence d'avoir un mécanisme d'alerte, de recueil et de signalement, et que de manière plus générale, quand on parle de démarche droits humains, de démarche de vigilance droits humains, il doit y avoir la possibilité laissée aux détenteurs des droits, finalement, de pouvoir saisir l'entreprise via ce que l'on appelle des mécanismes de réclamation. Alors en pratique, concernant la loi française, les entreprises ont utilisé les dispositifs dits d'alerte éthique, donc utilisés aussi pour la loi Sapin 2 contre la corruption, qui exige aussi la mise en place d'un dispositif d'alerte. Et les retours des entreprises que l'on peut voir dans leur plan de vigilance sont que ces dispositifs sont beaucoup utilisés pour alerter sur des relations interindividuelles entre les collaborateurs, comme des pratiques liées au harcèlement ou à la discrimination, et donc évidemment sur des enjeux droits humains. Donc pour aller plus loin et parler de ces enquêtes, je suis ravie d'accueillir ma consoeur donc Marie Perrault, qui est avocate en droit pénal, conformité et enquête interne. Bonjour Marie. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors on va peut-être commencer par une question un peu générale. Est-ce que tu peux nous préciser le cadre de ce que l'on appelle des enquêtes internes en entreprise et aussi le rôle donc que peut avoir l'avocat dans ce type d'enquête ? Alors tout à fait, déjà tu as mentionné quelque chose dès le départ qui est extrêmement important, c'est, comme on l'a bien vu dans ton introduction, il y a énormément de matières qui vont être touchées par ce mécanisme d'alerte. On le connaît très facilement en matière d'anticorruption, on l'entend et on le voit de plus en plus en devoir de vigilance, mais c'est vaste le cadre, c'est droits humains, libertés fondamentales, santé, sécurité, protection de l'environnement, anticorruption. Voilà, ça fait beaucoup de choses à penser et la première problématique pour les enquêtes internes, elle est que justement, il faut faire le tri entre les alertes qui vont être recevables et vont nécessiter une enquête interne après et les autres alertes qui en fait relèvent plus de questions de gouvernance au sein de l'entreprise. Cela sous-entend que quand on parle d'enquête interne, l'une et l'autre alerte ne sont pas plus ou moins importantes. Il ne faut pas les voir comme ça. Il faut se dire que ce soit tant en termes de gouvernance qu'en termes de vraies problématiques de fond, le mécanisme d'alerte vient nous aider à créer autour de ces questions-là un vrai questionnement en interne de l'entreprise. Si une enquête est recevable, c'est-à-dire si quand on reçoit l'enquête, on se rend compte que c'est pas juste monsieur machin ou madame machin qui a volé les crayons papier de madame Y ou X, on se dit bon, là on a une problématique. Première étape, c'est se dire quelle est la nature de notre problématique. Est-ce que c'est une nature qui va potentiellement toucher des aspects de droit pénal ? Est-ce que c'est une problématique qui va toucher des aspects de droit social ? Est-ce que c'est une problématique qui va toucher des aspects environnement, etc. Et en parallèle, est-ce que c'est une problématique sur laquelle on va devoir vraiment engager des ressources et des moyens pour aller comprendre si effectivement il y a une infraction derrière ? Et déjà, si on pose cette base, on part sur une base relativement saine quand on se demande si oui ou non on doit lancer une enquête interne. De nos jours, on voit qu'il y a une croissance exponentielle de la compliance, il y a une croissance exponentielle des alertes et donc de facto des enquêtes internes. Mais attention, il ne faut pas lancer les enquêtes internes pour rien. Pourquoi ? Parce que déjà, il n'y a pas de cadre juridique de l'enquête interne. Donc si on lance une enquête interne, il faut bien réfléchir à ce qu'on fait, puisque potentiellement, si on ne cadre pas nos investigations,
on va après se faire taper sur les doigts et on a des jurisprudences de la Cour de cassation et de la Cour européenne qui vraiment viennent nous rappeler que toutes les enquêtes internes doivent être menées avec proportionnalité, diligence, indépendance, etc. Pourquoi je prends le temps de faire ce laïus ? C'est parce que ça répond à ta deuxième question fondamentalement sur le rôle de l'avocat. Comme je l'ai dit, il y a deux types d'enquêtes. Les enquêtes qui vont relever de la gouvernance et des questions internes, et des enquêtes où il va y avoir une vraie problématique. Cela peut être très intéressant pour une entreprise d'utiliser une alerte qui manifestement est une question de gouvernance ou de problématique interne pour lancer une enquête, ce qu'on va appeler une enquête interne mais qui n'en est pas une enquête interne plus générale, pour discuter et évaluer au final des problématiques d'interne ou en interne ou de gouvernance au sein de l'entreprise. Ce type d'enquête-là peut être mené par le professionnel qui est jugé le plus à même sur ces questions-là, un psychologue, un communicant, quelqu'un qui fait de la gouvernance, etc. À partir du moment où on a une problématique qui va pouvoir venir toucher une infraction, il faut à mon sens se poser la question et c'est là que souvent on a des écueils, de la gestion du risque dans sa globalité. On ne peut pas se dire, c'est une question de droit social, de toute façon, c'est du harcèlement, les personnes on va avoir du mal à parler, je vais faire appel à des psychologues. Je n'ai absolument rien contre les psychologues qui font des enquêtes internes, je précise, mais c'est un exemple qui parle. Ce n'est pas que ça. Dans une enquête de harcèlement, on a des problématiques pénale derrière. Et on a peut-être la possibilité, on en reparlera, et l'obligation de se dire qu'on va devoir faire un signalement après au procureur. Donc, le rôle de l'avocat, il est extrêmement important, pas forcément parce qu'il n'y a que lui qui peut mener les enquêtes, et ça c'est à charge aux entreprises de voir quel est le meilleur professionnel pour eux, mais surtout pour se dire, on étudie la question de l'alerte dans une logique de gestion de crise. Puisque cette alerte n'a pas que des impacts au niveau de l'enquête interne et au niveau de l'entreprise. De nos jours, c'est se mettre des œillères que se dire qu'une alerte ne va avoir un impact, qu'on va pouvoir le gérer qu'en entreprise, tout bien, tout caché, etc. Il va y avoir des impacts réputationnels. Il va y avoir des impacts au niveau, potentiellement, s'il y a plusieurs enquêtes, au niveau de la recherche de talent pour l'entreprise. Il va y avoir des problématiques au niveau de gouvernance. Peut-être que l'enquête interne va mettre la lumière sur une problématique de gouvernance qu'on n'avait pas imaginée. Le rôle de l'avocat à ce moment-là, il est extrêmement intéressant puisque on a déjà un secret professionnel qui nous permet d'avancer un tout petit peu plus facilement et de se dire qu'on a un certain nombre de documents qui est protégé. Et je crois que quand on touche à des problématiques comme les droits humains, les libertés fondamentales, l'environnement ou la santé-sécurité, c'est important d'utiliser toutes les armes qu'on peut avoir pour protéger au maximum les informations qu'on a. Surtout au regard de la difficulté du risque réputationnel et de la surveillance accrue qu'on va avoir de la société civile sur ces questions. Et en plus, l'avocat, il est extrêmement intéressant puisque il vous permet de se dire là j'avais commencé sur une enquête qui manifestement était quelque chose où je pensais que ça allait très vite se régler avec potentiellement un contentieux social derrière. En fait, j'ai une infraction pénale en parallèle. Je sais pas comment faire. Il faut que je fasse un signalement au procureur, oui ou non. À quel moment je le fais? Mais du coup, en fait, j'étais partie sur une simple renversement de liquide détergent dans une rivière. En fait, potentiellement, c'est quelque chose de répété. Donc, il va peut-être falloir que je me rapproche du procureur, etc., etc. Ok, là, il y a des choses de droit qu'il faut regarder. L'enquête interne n'a pas de cadre juridique, mais elle a des conséquences qui, elles, peuvent être juridiques. Donc le rôle de l'avocat, il est extrêmement important. Pas forcément en tant que... alors, il y a beaucoup d'avocats qui disent « Mais moi, je suis pas un officier de police. » Mais heureusement, c'est pas ça qu'on demande. C'est pas un Sherlock Holmes à l'intérieur, même si il y a un peu cet aspect-là. Ce que c'est plus, c'est quelqu'un qui vient en entreprise dire « là, les risques, ils sont là. Et quels sont-ils et comment on les gère ?» Donc c'est quelqu'un qui sécurise finalement, qui donne un cadre aussi de gestion des faits et de l'enquête, et qui est aussi un tiers externe, et que ça peut être utile notamment quand il s'agit de protection des personnes
victimes alléguées ou d'ailleurs auteurs, finalement, allégués évidemment, dans les entreprises. Et donc tu disais qu'il y avait de plus en plus d'enquêtes internes menées parce qu'il y avait de plus en plus d'alertes et parce que finalement on cherche à savoir ce qui se passe et il y a des dispositifs mis en place. Et concernant précisément donc le cadre, on va dire, du devoir de vigilance des droits humains, est-ce que tu as des exemples ou des typologies d'enquêtes que toi tu as pu mener dans la pratique? Qu'est-ce qui revient? Est-ce que c'est plutôt j'imagine que c'est plutôt par rapport aux collaborateurs, mais peut-être aussi des alertes qui viennent de l'externe ou par rapport à des fournisseurs ou voilà. Alors ça dépend en fait des sujets qu'on va avoir sur vigilance. On va avoir pas mal de là où je dirais, et je pèse mes mots parce que on est quand même aux prémices et ça se développe depuis quelques années, mais au niveau santé-sécurité, on va avoir alors classiquement le contentieux, mais qui existait déjà depuis des années, quand vous avez une problématique en usine, des problématiques de sécurité, etc. Ça, en général, ça arrive, ça remonte assez facilement, et surtout, ça éclate souvent et ça part très rapidement en contentieux. Donc là, l'objet de l'enquête interne, il est un tout petit peu différent, puisqu'en général, le contentieux est déjà lancé, et en parallèle, on vient faire une enquête interne pour vérifier qu'il n'y a pas des faits répétés et qu'on n'est pas en train d'oublier quelque chose. Donc ça, c'est assez particulier aux contentieux, aux enquêtes internes sécurité et même santé. Il y a beaucoup d'alertes au niveau, et c'est normal parce que la parole se libère aussi, ce qui est très bien, en matière de harcèlement, en matière des fois d'agressions sexuelles, de viols, etc. Et là, c'est important d'avoir une vision, encore une fois, je me répète, je vais être embêtante, mais une vision globale, parce que là, sur des faits, sur des alertes de harcèlement, agressions sexuelles et de viols, il faut être extrêmement minutieux dans le déroulement de l'enquête, puisque on a une problématique qui est qu'il y a une obligation de sécurité de l'employeur. Donc certes, il y a une sécurité vis-à-vis de la victime alléguée tout de suite pour vérifier que les agissements s'arrêtent. Il y a une obligation de sécurité de l'employeur envers les autres collaborateurs. Donc des fois, il y a la question difficile des mesures conservatoires éventuelles. Là, de nouveau, attention, le rôle de l'avocat, c'est important, puisque tout avocat qui fait une enquête interne n'est pas avocat en droit social. Donc c'est aussi aux avocats de se dire, aussi conseiller à l'entreprise si vous avez des conseils habituels. Si on n'est pas avocat en droit social, si vous avez des conseils habituels en droit social, ça peut être intéressant de coordonner avec eux. Et après, dans ces aspects harcèlement, agression sexuelle, etc., on a la problématique qui arrive très rapidement et qui est très spécifique à ces enquêtes-là, de quid d'un signalement au procureur. Et à quel moment ? Et là, c'est primordial parce que il faut pas derrière que l'entreprise puisse se voir reprocher d'avoir permis une suppression de preuves, etc., etc. Ça marche aussi pour la corruption, mais c'est très différent puisque sur la corruption, on a majoritairement des preuves à collecter en premier abord qui sont des preuves papier et électroniques, alors que sur des enquêtes harcèlement, agression sexuelle, ce sont des preuves humaines. Et là, c'est quand même complètement différent en termes d'approche. Donc, on peut pas... là où en corruption, on a un gros travail d'analyse qui est fait en amont. Au niveau du harcèlement, c'est tout de suite de l'humain, et donc ça se gère différemment, et ça se gère différemment dans la temporalité. L'environnement, c'est encore autre chose, puisque, en fait, on se retrouve sur des sujets qui, potentiellement, s'étalent dans le temps depuis plusieurs années, s'étalent aussi géographiquement, parfois. Donc, comment gérer la collecte de l'information et comment faire en sorte de ne pas, après, se voir reprocher d'avoir détruit des preuves. Donc, la question de la conservation des données est vraiment primordiale pour moi sur les enquêtes vigilance environnement, puisqu'on est sur des preuves qui peuvent être beaucoup plus facilement et rapidement détruites que dans les autres sujets. Parce que, concrètement, vous faites une pollution de rivière, il faut très rapidement pouvoir trouver, regarder les machines qui ont fuité, regarder les personnes qui étaient présents à ce moment-là, etc., etc. Donc, la question de la conservation de la preuve au niveau des enquêtes internes environnement, elle est hyper importante, surtout que, avec la CGIP environnementale qui est maintenant dans l'arsenal français, on a aussi cette question à ce moment-là de à quel moment et est-ce qu'on va voir les services de police pour dire, il y a eu ça. Et c'est là que c'est intéressant aussi, puisque si on prend
plutôt corruption et environnement, on est sur une responsabilité de l'entreprise extrêmement importante, puisque c'est l'entreprise qui potentiellement va aller signer cette CGIP derrière, ou va aller voir le procureur, ou voire même va voir sa responsabilité engagée. Sur des questions de harcèlement, d'agression sexuelle, c'est plus rarement l'entreprise elle-même, voire très rarement l'entreprise elle-même qui est l'auteur présumé. C'est quelqu'un d'autre. Et donc du coup, il y a cette question de on est vraiment sur une obligation de sécurité de l'employeur. Et ce qu'on voit aussi, et c'est ce que tu disais et à raison, c'est que les signalements externes vont être beaucoup plus prégnants sur des questions vigilance. Pourquoi ? Parce que justement, c'est cette logique de vérification de la chaîne de valeur. Donc on a aussi énormément de documents qui passent de l'entreprise première à toute sa chaîne de valeur dans le cadre des due diligence et des évaluations des tiers. Donc il y a énormément d'informations qui circulent aussi. Ce qui veut dire que la responsabilité, elle est dans le fond partagée entre tous les acteurs de cette chaîne de valeur. Donc, possibilité d'avoir de plus en plus, et c'est ce qu'on voit, des alertes qui arrivent tout au long de la chaîne de valeur. La difficulté, c'est que si jamais l'alerte, elle arrive dans le 3e maillon de la chaîne de valeur, est-ce que l'entreprise du bout va être au courant ? À quel moment ? Et du coup, quelles sont les obligations de reporting de cette entreprise dans la 3e chaîne de valeur à la chaîne première ? Bien évidemment, on va dire, il y a les clauses de conformité, on nous dit que, voilà, etc., etc. Sauf que si on regarde, et moi j'en suis persuadée parce qu'on le voit déjà dans le monde de l'arbitrage, il y a de plus en plus de contentieux sur les clauses de conformité. Puisque justement, ces clauses de conformité, elles mettent en place ce reporting obligatoire qui n'arrive pas forcément, qui est plus complexe, qui fait un transfert de responsabilité. Et donc, du coup, en enquête interne, ça brouille en fait, qui s'occupe de quoi ? Donc je pense qu'en vigilance, on va aussi avoir cette question-là sur quid de la gestion des alertes par les tiers qui sont faites en fait et qui sont reçues tout au long de la chaîne de valeur. Comment on fait pour communiquer sur ces questions-là, puisque peut-être qu'une entreprise va se dire « Ouh là là, moi je reçois une alerte, je la gère moi-même, je vais pas forcément le dire à mon partenaire commercial plus haut. » Oui, et d'autant plus qu'on a moins de visibilité évidemment sur ce qui se passe à l'extérieur et chez les fournisseurs ou les partenaires commerciaux, et moins aussi de possibilités d'aller sur place, d'investigation en réalité. Et alors justement, donc tu as déjà parlé pas mal des spécificités de ces types d'enquêtes, mais toi, si tu devais donner les 3 ou 4 recommandations aux entreprises donc pour prendre en compte bien cette spécificité vigilance, puisqu'on a quand même l'impression que la partie corruption éthique des affaires prend un peu le pas, en tout cas en termes de process de recueil de l'alerte et de traitement de l'alerte. Quel serait-il pour s'assurer qu'il y ait des réponses effectives en fait, et des enquêtes effectives ? Alors, je sais qu'on en parle à toutes les sauces en ce moment, et pour moi, il y a une vraie question de gouvernance dans l'enquête interne au sein d'une entreprise. Il ne faut pas négliger l'importance de la coopération interdépartementale. J'ai l'impression vraiment d'être une mamie qui radote en ce moment quand j'en parle, mais c'est la vérité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une enquête interne qui va traiter du harcèlement ou qui va traiter d'agression sexuelle, peut-être qu'en interne, si vous ne l'externalisez pas, elle va être gérée par les services de ressources humaines, ce qui est normal puisque c'est eux qui ont aussi cette gestion-là au quotidien, et c'est eux qui sont souvent référents alertes et qui ont mis tout ça en place en termes de discrimination au sein de l'entreprise. Donc, il faut que, du coup, ces équipes-là, alors là, je prends l'exemple des ressources humaines, mais ça peut être autre chose, que ces équipes-là soient aussi bien formées que les équipes qui vont avoir été identifiées comme enquêteurs anticorruption, puisque on a une nécessité d'adapter notre approche quand on est dans une enquête pour harcèlement, quand on est dans une enquête d'environnement, quand on est dans une enquête d'anticorruption. Ce n'est pas la même chose. On le voit, hein, on a eu le guide de la FA sur l'anticorruption qui a soulevé plusieurs questions de la part des avocats, parce qu'on ne comprend pas forcément tout ce qui est mentionné. Mais en fait, on voit, si on regarde aussi, on a une jurisprudence foisonnante de la Chambre sociale de la Cour de cassation en matière d'enquête interne, majoritairement du coup en matière de droit social. Il faut aussi penser que l'entreprise, elle doit, si elle ne peut pas, parce qu'elle ne peut pas tout externaliser, je dirais, il faut être logique aussi, donc il faut qu'il y ait en interne une coopération et une formation croisée et harmonieuse de toutes ces personnes qui vont faire ces enquêtes-là. 1, parce que comme je le disais, on ne peut pas tout externaliser. 2, parce que c'est
précieux pour les avocats qui sont après mandatés sur une enquête, pour une enquête interne très précise, d'avoir un interlocuteur qui est conscient des enjeux, qui a été formé à la question de l'enquête interne et qui est conscient et qui a connaissance de tous les points de contact nécessaires pour aller recueillir des éventuels documents supplémentaires ou d'organiser les entretiens. Ça fait gagner un temps de fou en enquête interne. Donc ça, pour moi, ce serait le point majeur. Le deuxième conseil que je donnerais de façon très pratique, je l'ai déjà mentionné, mais pour moi c'est important, c'est de toujours se poser la question de quels sont les risques auxquels je suis exposée. De façon, et pas que le risque, alors oui, le risque juridique, mais aller plus en profondeur. Est-ce que j'ai un risque en matière sociale? Est-ce que j'ai un risque en matière pénale? Est-ce que j'ai un risque en matière pénale de l'environnement? Est-ce que j'ai un risque potentiellement autre en matière contractuelle? Parce qu'une enquête interne peut générer derrière une nécessité de terminer certains contrats. Donc, du coup, quel est mon risque en matière contractuelle? Réfléchir à ces risques-là, juridiques, et réfléchir aux risques réputationnels. Attention, en parallèle d'une enquête interne sur une alerte environnement, on peut avoir de multiples documents qui sont publiés par l'entreprise sur le site et qui parlent des engagements environnementaux de l'entreprise. Attention, parce que du coup là, je pense qu'à notre époque c'est plus le si, mais plutôt le quand l'alerte et l'enquête sera connue, soit des services de police, soit de la presse, ça va pas non plus l'aider, ou des ONG, ça ne va pas du tout donner une bonne image d'une entreprise qui, en parallèle, aura peut-être fait tout ce qui était en son pouvoir pour bien gérer l'enquête. Donc le risque réputationnel, il est, à mon sens, presque plus fort, et il devient presque plus fort dans une enquête interne que le risque juridique qui est toujours présent et qu'il faut bien sûr évaluer. Donc vraiment penser dans l'exposition au risque dans sa globalité dans l'enquête interne. Et le dernier point, et le dernier conseil, c'est ne pas penser que l'enquête interne remplace les enquêtes de police. Donc être transparent avec les services de police aussi. Alors bien évidemment, attention, là je sens que mes confrères de la défense vont dire quoi, ils vont hurler. Je pèse mes mots. C'est s'il y a une nécessité de signalement d'infraction vis-à-vis de l'entreprise, de la temporalité du signalement, de ne pas le faire trop tard, parce que sinon, comme je le mentionnais, il y a aussi des risques qu'on soit en force en fait de l'obstruction à la justice, puisque les enquêtes internes ne sont pas une enquête privée où on cache tout et on règle tout en interne. Voilà. Oui, et vous n'êtes pas des procureurs, comme tu l'as dit, ni les enquêteurs internes, et c'est pas le même exercice. Non, vraiment, moi, je suis pas procureur. Très bien. Bon, écoute, merci beaucoup, Marie, de rien, pour toutes ces informations. Et donc, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois. Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio. Réalisé par Marin Hirsinger.